Mon Dieu, que font-ils à cet enfant? La phrase a jailli comme un claquement dans le silence feutré de la villa, une coupure nette qui a traversé tapis persans et meubles laqués. De l'extérieur, la maison respirait l'opulence, façade polie, voiture de luxe alignée, bouquet frais dans le hall. De l'intérieur, quelque chose était figé, presque muet, comme si l'air lui-même retenait son souffle pour cacher un secret. Marie, la femme de ménage qui connaissait chaque coin, chaque odeur et chaque tic de cette demeure depuis 10 ans, a senti tout de suite que l'apparence mentait. Elle avait le nez entraîné à détecter les subtilités que les autres ignoraient. Ce matin-là, la respiration du bébé était rare et coupée. Le biberon reposait sur la table comme une promesse non tenue. Et derrière un tableau, un petit flacon brillant attendait. Et si la vérité était là, cachée dans un flacon que personne n'avait voulu voir? Reste avec moi, je vais te montrer comment une personne invisible est devenue le témoin qui a tout changé. Dis-moi, de quelle ville tu regardes cette histoire maintenant et comment tu te sens en l'entendant? La villa appartenait à la famille Dumas, connue dans la ville pour sa richesse et sa discrétion. Le fils du millionnaire, Adrien, n'était jamais loin des projecteurs, mais il était rare qu'on voie qui il était réellement quand les caméras se retiraient. Marie, elle, connaissait les gestes ordinaires de la maison. Comment la gouvernante pliait les draps, comment le chauffeur rangeait les schedules, le son des pas dans l'escalier. Son métier lui avait appris à écouter le moindre froissement de tissu, à suivre une odeur, à remarquer les détails que l'on croit insignifiants. Ce matin précis, la nappe sentait légèrement le plastique brûlé. La chambre du bébé était trop froide et le mobile au-dessus du berceau tournait lentement sans bruit. Elle remarqua aussi que la nounou, Claire, était pâle, que la maîtresse de maison, Élise, parlait moins et regardait le berceau avec des yeux vides. Le contraste entre la vaisselle en argent étincelante et l'haleine courte de l'enfant faisait mal. Marie passa sa main sur la surface froide du flacon et reconnut une craquelure dans l'étiquette, un signe que celui-ci avait été trafiqué. Elle sentit dans sa gorge un souvenir. Autrefois, elle avait manipulé des flacons de médicaments pour des patients, appris à identifier des substances par l'odeur, le poids et la position du bouchon. Pourquoi un flacon indéterminé se trouvait-il si près du biberon d'un nourrisson? La question creusait déjà une fissure dans la façade brillante de la famille Dumas. Le quotidien de Marie se déroulait en gestes répétitifs. Poussière enlevée, draps refaits, biberon nettoyé, plantes arrosées. Elle savait lire le silence d'une maison comme certains lisent un journal. Son expérience de brève apprentie en pharmacie chez son oncle l'avait dotée d'une mémoire sensorielle. Elle se souvenait de l'odeur métallique d'un antiseptique, du voile aigre d'un sédatif, du goût amer qu'on trouvait sur les lèvres d'un patient intubé. Ces souvenirs n'étaient pas des détails abstraits, ils étaient des outils. Lorsqu'elle prit le flacon, elle sentit un parfum chimique, presque mentelé, et une fine pellicule sur ses doigts qui lui rappela un produit utilisé pour calmer les crampes. Son intuition lui souffla que ce n'était pas un produit pour bébé. Elle observa le bouchon, vissé avec soin, comme pour masquer une manipulation récente. Dans la cuisine, la maîtresse fit semblant de s'inquiéter et dit 10 fois que tout allait bien, tandis que le chauffeur, Marcel, détournait le regard en vérifiant l'heure sur sa montre. La nounou Claire murmura à mi-voix que le petit avait vomi pendant la nuit mais que cela ne valait pas le réveil de toute la maisonnée. Marie se sentit prise entre la peur et la nécessité d'agir. Elle s'approcha du berceau, posa une main sur la poitrine du bébé et nota une respiration rapide, superficielle, interrompue par de petites pauses qui ressemblèrent à des étouffements. Un picotement d'urgence parcourut son corps. Que ferait-elle si la vie d'un enfant dépendait d'une décision prise maintenant? La scène suivante s'est jouée comme un petit théâtre domestique, où chaque acteur tenait son rôle. Dans la buanderie, une conversation brève présagea la découverte. Marie parla à Luc, le chauffeur, en gardant la voix basse. Dialogue. Marie dit « Pourquoi le flacon est-il là près du biberon ?» Luc répondit « Je ne sais pas, madame m'a demandé de tout laisser comme c'est. » Marie demanda « Tu es sûr que personne n'a touché au placard hier soir ?» Luc dit « Non, je me suis couché tôt, j'ai seulement fermé la porte. » Marie observa et nota les ongles de Luc, la façon dont il évitait son regard. Luc demanda « Tu veux que je cherche quelqu'un pour nous expliquer ?» Marie répondit « Non, je vais d'abord vérifier le flacon. » Luc supplia « Fais attention, Marie, tu sais comment ils peuvent réagir. » Marie rétorqua « Je sais, mais je ne peux pas fermer les yeux. » Luc murmura « Sois prudente, et si tu as besoin, j'appelle l'hôpital. » Marie expliqua « Je vais prendre une photo pour montrer à un médecin. » Luc accepta « Très bien, mais pas d'accusation sans preuve. »
Cette scène contenait 7 échanges qui ressemblaient à des petites vagues de crainte et de responsabilité. Les sens furent sollicités. L'odeur âcre du flacon, la texture froide du verre, le goût salé d'une larme étranglée par l'inquiétude, le son sourd des pas dans la cuisine, la vue du visage figé de Claire. Ces détails sensoriels ancrèrent la scène dans une réalité tangible. Quand elle retourna dans la chambre du bébé, elle prit le flacon entre ses doigts et décida de l'emporter avec précaution dans sa poche de tablier. Son geste était humble, presque rituel. Elle se rappelait les consignes apprises lors d'une courte formation à la pharmacie. Ne pas contaminer, garder l'objet dans un récipient propre, photographier l'étiquette, noter l'heure et la position. Elle fit tout cela en silence. Ce moment fut la première preuve concrète, le premier élément matériel qui posait la question de la responsabilité. Le flacon devint la conscience muette de la maison. Marie, en tant que protagoniste invisible, avait transformé un objet négligé en un instrument de vérité. Sa backstory n'était pas un récit dramatique, mais une série de petites lignes qui formaient une force. Enfance. Marie avait grandi dans un village de la région, entourée d'oncles et tantes qui lui apprirent la valeur du travail et la dignité des tâches humbles. Elle passait des heures à aider sa mère à soigner des voisins, observant comment un pansement bien posé apaisait plus que la douleur physique. Formation. Adolescente, elle avait travaillé quelques mois chez son oncle pharmacien et appris à distinguer une odeur de médicament, à reconnaître une fiole mal étiquetée, à comprendre que le détail sauve des vies. Perte. Il y avait eu une tragédie dans sa famille, une tante qui avait été victime d'une erreur de prescription et qui n'avait reçu d'aide que trop tard. Ce souvenir l'habitait comme une obligation silencieuse. Présent. Aujourd'hui, ses connaissances modestes mais pratiques la poussaient à agir. Elle n'était pas une professionnelle de la santé, mais elle avait l'œil et le courage de celui qui voit ce que d'autres préfèrent ignorer. Ce récit compact, en 3 à 4 paragraphes, expliquait pourquoi Marie ne se contenterait pas de détourner le regard. La découverte du flacon activa toute une chaîne. Elle commença par photographier l'étiquette, puis nota les initiales gravées au feutre et la position où elle l'avait trouvé. Elle fit une copie numérique et cacha le flacon dans sa poche. Elle prévint Luc, qui accepta de rester discret, et d'appeler le médecin de famille, le docteur Bernard, un pédiatre respecté de la ville. Le docteur reçut la photo et demanda d'envoyer le flacon pour analyse. Pendant ce temps, la patronne Élise tenta de minimiser, disant que c'était un produit de soin pour la peau et que le bébé avait simplement un reflux. Marie sentit l'hypocrisie et décida de surveiller de plus près. Les preuves commencèrent à s'accumuler. Traces sur la langue du bébé d'une substance amère, coquilles de comprimés trouvées dans une poubelle hors de la vue de tous, messages effacés sur le téléphone d'Élise. Ces petits indices isolés semblaient anodins. Ensemble, ils formaient une trame. La phase d'espionnage et collecte de preuves fut minutieuse. Marie organisa de petites observations, nota les horaires où le bébé était donné un biberon, prit discrètement des photos des rondes nocturnes et enregistra des conversations avec son téléphone. Elle filma sans être vue la manière dont Élise versait parfois un liquide d'un flacon dans le biberon, en le faisant avec des gestes brefs, presque honteux. Dialogue clé entre Marie et Claire la nounou. Marie demande « Pourquoi tu as eu l'air si tendu hier soir ?» Claire répond « J'ai peur de perdre mon travail si je dis quelque chose. » Marie insiste « Mais le bébé est malade, regarde comme il respire mal. » Claire murmure « Ils disent que c'est normal, que c'est colique. » Marie questionne « Et si ce n'en était pas ?» Claire avoue « Il m'a été demandé de préparer certains mélanges. » Marie interroge « Qui vous a demandé cela ?» Claire répond « C'est la patronne, elle dit que c'est pour calmer. » Marie demande « Tu l'as vu verser le flacon ?» Claire répond « Oui, une fois, vite, sur le côté. » Marie supplie « Tu peux le dire à la police ?» Claire hésite « Non, pas pour l'instant, j'ai peur. » Marie conclut « Alors nous devons garder des preuves. » Cette scène contient 10 échanges et montre la lutte interne entre peur et devoir de témoigner. Les sens sont présents. Le goût amer sur la langue de Claire quand elle se rappelle du liquide, le son sourd du berceau, la sensation rugueuse du téléphone dans la main de Marie, la lumière froide de la lampe de chevet. Chaque détail renforce l'urgence. Lorsque les premières analyses arrivèrent, l'expertise indiqua la présence d'un sédatif et d'un dérivé qui provoquaient des pauses respiratoires chez les nourrissons.
Description technique du prélèvement et de l'analyse en termes simples. L'équipe de laboratoire a prélevé un échantillon du liquide, soumis l'échantillon à chromatographie pour séparer les composants, utilisé la spectrométrie de masse pour identifier les molécules et comparé les résultats à une base de données de substances connues. Les résultats ont confirmé la présence d'une molécule sédative à faible dose susceptible de causer une intoxication chez un enfant en bas âge. Ce passage explique le procédé sans langue de bois et en langage accessible, montrant comment la science a validé l'intuition de Marie. La tension monta quand Élise commença à soupçonner que l'on se rapprochait de la vérité. Elle eut des altercations froides avec Claire et regarda fixement Marie lors d'un petit déjeuner où tout le monde évitait le sujet. Scène de confrontation avec 12 échanges. Élise dit « Vous fouillez mes affaires, Marie ?» Marie répond « Je n'ai rien fouillé, j'ai trouvé quelque chose par hasard. » Élise réplique « Comment osez-vous me dire ça ?» Marie explique « Je ne vous accuse pas encore, je veux juste protéger l'enfant. » Élise menace « Vous devriez penser à votre emploi. » Marie rétorque « Et vous devriez penser à ce que vous faites. » Élise accuse « Vous mettez en péril toute la maison. » Marie insiste « Et si l'enfant meurt ?» Parce que personne n'a agi. Élise hurle « Ce n'est pas une accusation acceptable !» Luc intervient « Madame, calmez-vous. » Claire supplie « Je ne veux plus mentir. » Élise ordonne « Claire, ferme la bouche. » Marie dit « Je vais alerter le docteur si la situation ne change pas. » Élise menace « Très bien, fais-le et tu verras les conséquences. » Chaque échange est chargé d'émotions, de peur et d'affrontement. Les sens s'intensifient, le goût métallique dans la bouche de Marie, la sueur froide sur la nuque, le grincement d'une chaise, l'odeur du café renversé. La menace implicite d'Élise changea la nature du risque. Il n'y avait plus seulement un danger pour le bébé, il y avait une pression directe sur ceux qui savaient. Le moment décisif survint une nuit où la respiration du bébé devint irrégulière à l'extrême. Marie se réveilla en sursaut, trouva le berceau silencieux et pâle. Elle appela Claire qui vint en courant. Ensemble, elles tentèrent des gestes simples de premier secours pendant que Luc composait le numéro de l'ambulance. La scène de crise fut brutale. Description de tension de 550 caractères environ. La chambre semblait se fermer. Les sons étaient amplifiés, le tic de l'horloge martelait la peur. Marie posa la main sur la poitrine du bébé, sentit le rythme interrompu, l'air qui ne circulait plus. Claire cria pour appeler de l'aide, sa voix tremblait comme un fil prêt à se casser. Luc tapa la porte à coups répétés, jusqu'à ce que la maîtresse ouvre, indifférente d'abord, puis prise d'une panique contenue. Dans un souffle qui ressemblait à une décision consciente, Marie emmena le bébé dans sa voiture, serrant le flacon dans sa poche comme s'il s'agissait d'un talisman. Ces 3 paragraphes de tension montrent la collision entre la stase sociale et l'urgence vitale. L'arrivée des secours fut une scène de vérité. L'ambulance heurta la grille, les ambulanciers prirent le relais, évaluèrent les constantes vitales et appliquèrent un protocole d'urgence. Description technique de l'intervention, évaluation des voies respiratoires, oxygénation par masque, vérification des signes vitaux, mise en route d'une perfusion si nécessaire, prélèvement sanguin pour toxicologie. Ces opérations furent expliquées en termes clairs pour que le public comprenne l'importance de chaque geste. Le flacon fut signalé comme preuve potentielle. À l'hôpital, l'équipe pédiatrique stabilisa l'enfant et commença des tests approfondis. Les résultats confirmèrent les suspicions. Traces de sédatifs dans le sang du nourrisson, compatibles avec l'ingestion du contenu du flacon. La vérité, une fois appuyée par le science, commença à se répandre. Marie, bien que craignant des représailles, décida de porter plainte. La police ouvrit une enquête, des perquisitions eurent lieu et les médias locaux se sont emparés de l'histoire. L'élément déclencheur fut une fuite d'informations. Une voisine, Jeanne, avait entendu des cris nocturnes et avait vu des voitures partir. En trombe. Elle donna un témoignage clé et devint une des témoins nommés dans l'enquête. D'autres personnages entrèrent en scène et furent nommés avec actions spécifiques. Marcel le chauffeur qui a consigné les horaires, Claire la nounou qui a révélé la manière dont on versait le liquide, le docteur Bernard qui a authentifié les prélèvements, Jeanne la voisine témoin, Sophie la journaliste du journal local qui a publié l'article initial, Me Dupont l'avocat qui a assisté Marie pour porter plainte, et le policier commissaire Morel qui a dirigé la perquisition. Chacun a joué un rôle précis dans la chaîne des événements. La révélation publique fut brutale. À la télévision, le titre sonnait « Le fils du millionnaire en cause dans une affaire d'intoxication de nourrisson ».
Les voisins commentaient, les réseaux sociaux s'embrasèrent, et la famille Dumas vit sa réputation vaciller. Les conséquences juridiques commencèrent, enquête préliminaire, audition, saisie de documents et refus initial de la famille d'admettre quoi que ce soit. La pression médiatique changea la dynamique. Certains soutiens de la famille se retirèrent, d'autres cherchèrent à protéger l'image publique. La dimension humaine restait au centre. Le bébé en convalescence, la nounou en état de choc, Marie saluée par des messages de soutien, mais aussi attaquée par des menaces anonymes. Le récit montrait l'ambivalence de la célébrité, capable de masquer des actes et d'infliger une violence invisible. Au tiers du récit, je veux que tu me dises ce que tu ferais si tu étais à la place de la protagoniste. Si tu ressens colère ou bouleversement, écris-le maintenant dans les commentaires en commençant par « j'aurais » et ajoute ta ville. Tes retours aident à construire une liste de gestes concrets pour ceux qui pourraient se retrouver dans des situations similaires. Si tu as des questions sur la procédure, note-les aussi et nous essaierons de les aborder à la suite. Ton témoignage compte et peut aider d'autres à oser dénoncer. La vérité juridique commença à se forger lors de l'expertise médico-légale et des auditions. Description technique additionnelle. Les enquêteurs ont procédé à une analyse toxicologique complète, comparé les échantillons à la base nationale, effectué des tests sur les surfaces de la maison pour détecter des résidus et confronté les relevés téléphoniques pour établir des mouvements. Ces procédures, expliquées en termes simples, permirent de lier les preuves matérielles aux actes et de construire un dossier solide. Me Dupont a conseillé Marie, l'a aidée à porter plainte en tant que témoin et a demandé des mesures de protection pour elle et la famille du bébé. Le procès prit forme comme une comédie humaine où les rôles se révélaient petit à petit. Les audiences furent remplies de témoins, d'expertise et d'émotions. La défense du fils du millionnaire chercha à discréditer les enregistrements et à minimiser l'interprétation des analyses. Mais la persistance des preuves matérielles et les témoignages concordants finirent pour créer une image cohérente. Le climat au tribunal était lourd, chargé de regards et de silence. Les plaidoiries alternaient entre stratégie juridique et affrontement moral. La question centrale resta la même. Il s'agissait d'intention ou d'erreur. Le procureur soutint qu'il y avait preuve d'administration délibérée d'une substance au nourrisson. La défense tenta de présenter les actes comme gestes maladroits, mais la chaîne de preuves et la cohérence des témoignages eurent le dernier mot. Les conséquences pour la famille furent multiples. Une mesure conservatoire retira la garde temporaire, l'accès aux enfants fut limité et des procédures civiles furent engagées pour faire reconnaître la faute et obtenir réparation. Socialement, la chute d'image fut palpable. Sponsors et partenaires se désolidarisèrent et la famille perdit une partie de sa stature publique. Pour Marie, la reconnaissance vint d'abord sous forme de lettres de gratitude et de demandes d'interview. Elle reçut un soutien financier pour couvrir ses démarches et des propositions pour participer à des campagnes de prévention. Mais la vraie victoire se mesura dans la convalescence du bébé, dans la respiration retrouvée d'un enfant qui avait été au bord du silence. Moment de tension renouvelée. Une lettre anonyme reçue par Marie, des appels nocturnes menaçants et une tentative d'intimidation lors d'une sortie publique. Ces épisodes furent décrits en 500 à 600 caractères chacun, mettant en lumière la peur persistante et la nécessité de protection. Marie ressentit à plusieurs reprises le besoin de changer de logement et accepta un dispositif de sécurité provisoire. La ville s'émut, des voisins apportèrent du soutien et quelques voix s'élevèrent pour saluer le courage silencieux de la femme de ménage qui avait choisi d'agir. L'épilogue se structure en 3 moments concrets. 1 mois après l'événement, le bébé poursuivait sa guérison à la maison sous surveillance pédiatrique avec des séances de réadaptation pour retrouver un rythme de sommeil normal. Marie avait reçu une lettre de remerciement du docteur Bernard et une première compensation de la part d'une association locale qui soutient les témoins. La vie de la maison restait transformée, la porte d'entrée plus souvent fermée aux visiteurs et les relations professionnelles amputées. 3 mois après, la procédure judiciaire avançait, la garde du bébé étant confiée à un membre neutre de la famille sous contrôle social. Marie avait été invitée à témoigner dans une émission locale sur la protection des enfants et était désormais en contact avec des associations qui proposaient un accompagnement psychologique pour victimes et témoins. Elle avait commencé à suivre une formation en secourisme pour renforcer ses compétences et aider d'autres. 6 mois après, le procès avait abouti à une condamnation partielle, des sanctions administratives et l'obligation pour la famille de suivre un dispositif de rééducation parentale. Le bébé était en bonne santé relative, les séquelles étaient prises en charge grâce à un programme de réhabilitation. Marie avait reçu une proposition d'emploi dans une structure d'aide aux familles, reconnaissance qui changeait son statut social et lui permettait de sortir de l'invisibilité.
Ces 3 moments, d'environ 2000 à 2500 caractères au total, montrent un chemin de reconstruction pour toutes les parties concernées. La leçon de cette histoire reste simple et forte. Une bouteille négligée, un regard attentif et le courage d'agir suffirent à mettre en lumière une vérité qui aurait pu rester cachée. Marie, la femme de ménage que la société voit rarement, a rappelé que la vigilance quotidienne peut sauver des vies. La justice a commencé à faire son travail, mais la véritable transformation se voit dans la manière dont la communauté a appris à écouter et à protéger les plus fragiles. Si cette histoire t'a touché, partage et inscris-toi pour soutenir des récits qui donnent voix aux invisibles. Rappelle-toi que parfois, le héros n'a pas de titre, il a simplement décidé de ne pas détourner le regard.